Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc aujourd'hui, jolie journée sur Bitcoin, un petit peu tout à fait comme je vous l'avais annoncé hier. On va analyser aujourd'hui ce que nous a dit Jérôme Powell, donc le président de la Fed, par rapport et pourquoi ces mécanismes-là sont importants à comprendre pour Bitcoin. Et puis ensuite, on va faire un point comme d'habitude sur le sentiment, l'order flow, etc. Et puis sur les marchés financiers. Donc ça peut paraître un petit peu rébarbatif comme ça, ce graphique-là peut paraître très bordélique, mais moi j'aime bien, comment dire, nommer les bougies, avoir un événement de fondamental un petit peu sur chaque bougie. Donc j'ai un graphique qui est plus ou moins dédié à ça, et là je vous ai mis en surbrillance un petit peu les deux grosses annonces de la Fed qui ont fait que, voilà, on a eu des sell-off, en gros. Concrètement, la première annonce, ce sont les minutes du meeting de novembre. La Fed avait eu un meeting en novembre qui, ici, ont été publiées et dans laquelle il était dit que la Fed pourrait augmenter de manière anticipée ses taux d'intérêt. Au départ, on pensait probablement à une hausse autour du mois de mai, voire potentiellement courant 2023. Donc le marché était plus ou moins content. Ça faisait énormément d'argent gratuit qui arrivait sur les marchés, énormément de quantitative easing aussi, c'est-à-dire des rachats d'obligations directement par la banque centrale américaine. Et du coup, ça profitait bien évidemment énormément aux assets à risque, puisque tout cela se disait, de toute façon, l'argent ne vaut rien, il vaut mieux placer mon argent dans des assets risqués de manière à combattre l'inflation. Ce combat contre l'inflation a commencé sur la première flèche verte que vous voyez ici, euh, où on a dit, bah, en fait, on va remonter plus tôt que prévu. Là, ça y est, la fête est finie. Maintenant, l'argent gratuit, c'est la fin. Donc, c'était autour du 24-25 novembre. Et là, on a eu un sell-off assez massif autour de cette narration-là. Il n'y a pas eu que cette narration-là, hein. Vous comprenez que là, je vous mets Omicron qui est découvert, les taux d'inflation. Il y a eu un nouveau FUD Evergrande aussi dans ces deux-là, etc. Bien entendu. Mais tout ça, principalement sur la base de la narration de la Fed qui va réaugmenter ses taux, nous a donné une baisse d'à peu près 43%. À partir de là, deuxième annonce autour de la Fed, bah, c'est le meeting que la Fed avait eu autour du ouais, 10 février, non, c'est ça, ouais, non, c'était avant, autour du 31 janvier, donc dernier meeting en date de la Fed, où là, la Fed avait annoncé pas de hausse sur ce meeting-là, mais probablement qu'on va réaugmenter les taux. La conférence de presse avait été comme suit. Probablement qu'on va réaugmenter les taux en mars. Donc c'était là quelque chose de demi-avoué. Vous comprenez qu'ici, on a eu une réponse en fait un petit peu sur tout ce sell-off, parce que Powell avait parlé d'une hausse, on va dire, plutôt tranquille, plutôt maîtrisée, et en fonction, il avait un peu botté en touche, voilà, sur cette réunion-là, sur cette conférence de presse-là. Le prix était un petit peu remonté, et là encore une fois, je ne vous dis pas que il y a eu que de la Fed dans toutes ces narrations-là. Mais ici, on avait eu encore une fois un nouveau FUD autour de la Fed qui pourrait remonter ses taux assez rapidement. On a vu aussi des chiffres de l'inflation ici autour du 10 février qui étaient très mauvais pour janvier. Donc du coup, tout le monde avait anticipé une hausse assez forçue, assez péchue des taux d'intérêt. Ensuite, ici, Powell, là sur donc je vais peut-être vous la mettre aussi ici, tac, copier, tac, ici. Ici, Powell admet que la hausse sera d'environ 0,25%. Le marché continue à latéraliser, hein. Il faut comprendre qu'on est en pleine guerre aussi. Il y a bien d'autres, comment dire, il y a bien d'autres choses qui se sont mises en place. Ici, on avait un petit peu cette bougie-là qui était sur le retour des oligarches, c'est-à-dire que les oligarches investissaient massivement dans BTC, retour des très grosses adresses sur le BTC. Et ici, on a des annonces comme quoi certains comptes crypto vont être saisis, etc. Donc, cette bougie est de fait assez rapidement annulée. Donc voilà, où on en est à partir de là, bah, depuis qu'on avait fait cette baisse ici euh, combien j'ai dit, 43%, on a repris 16%, donc on est à moins 30% sur le marché, sur
cette narration-là, on va dire. Où est-ce que pourrait retourner le marché là tout de suite? Pour moi, c'est très important ici de comprendre pourquoi on a eu toute cette narration et pourquoi ici tout ça est vraiment important. D'abord, les marchés ont dévissé, les marchés traditionnels avaient énormément dévissé sur toutes ces narrations-là. Si je vous mets les mêmes bougies aux mêmes endroits, vous allez comprendre. C'est-à-dire, je vous parle ici du 24 novembre, le moment où les minutes fuitent. Et là, vous voyez que c'est littéralement le top sur l'indice Nasdaq 100, c'est-à-dire les 100 plus grosses actions tech américaines. Sur le Nasdaq normal, si on va chercher le 24 novembre, vous voyez qu'on est à peu près ici, donc on est au deuxième top, ici par là, voilà. Et voilà, donc pour vous expliquer à quel point c'est important pour les marchés. Ici, à l'heure actuelle, du coup, comment on peut voir les choses et qu'est-ce que nous a dit Powell ici dans sa conférence de presse? Powell nous a dit que le marché du travail était très fort aux États-Unis. Il nous a dit que la croissance se portait bien, etc. Ils avaient des bonnes prévisions de chiffres de croissance. Il nous a dit que les marchés avaient plus ou moins déjà pricé l'hypothèse qu'ils s'apprêtaient à mettre en place, le framework, c'est-à-dire le cadre de travail voilà, qu'il s'apprêtait à mettre en place. Donc il a avoué à demi-mot qu'effectivement la hausse allait être de 0,25, puisque c'est ce que les marchés, et ça je vous le montre dans beaucoup de vidéos depuis un certain temps, avaient pricé au travers du sondage FOMC, voilà ce que les marchés disent. Ici, vous comprenez que les taux ont fortement ici évolué et qu'on est revenu sur la fourchette basse après suite à cette conférence de presse de Jérôme Powell. Donc, on va aller voir d'abord les news, comme ça on va un petit peu mieux comprendre quelle est cette news. Il y a autre chose aussi que je veux vous dire, c'est que pendant cette conférence de presse que je viens de regarder avec les membres du Discord, là, en vocal, enfin en direct. Powell a aussi dit le travail qui va être mis en place va vous sembler familier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement reportez-vous à la hausse des taux qu'on avait faite alors que j'étais déjà à la tête de la Fed en 2015. Reportez-vous à cette hausse-là et vous allez voir que c'était exactement la même chose. On avait fait du bon boulot à ce moment-là et effectivement, malheureusement, en 2020, le Covid arrive au milieu, etc. Donc, il a à demi-mot avoué que cette hausse des taux allait être très progressive et très douce. Très progressive et très douce, mais que si jamais l'inflation persiste et qu'elle fait très mal et que tous les autres événements exogènes poussent l'inflation, comme la guerre en Ukraine qui pousse le pétrole vers le haut, éventuellement le confinement là qu'on a vu à Shenzhen qui pourrait pousser les produits technologiques vers le haut au niveau prix, bien entendu, quand je dis vers le haut, c'est au niveau des prix. Et ben du coup pourrait éventuellement comment dire, pousser l'inflation plus loin. Et ben, à ce moment-là, la Fed utilisera tous les outils qui sont en sa possession et n'exclut pas une hausse plus rapide, plus anticipée, plus violente des taux. Donc, il temporise en fait notre ami Jérôme Powell là-dessus en disant pour l'instant, on va faire un truc très cool. Et si on s'en remet ici à ce qu'il avait fait en 2015, ça concerne 2015, hein, et ben, il avait commencé par une hausse de 0,25 points, un quart de point, donc 0,5%. Et puis, petit à petit, au cadre, pendant 8 hausses, il avait étalé ses hausses sur une très longue période de temps, jusqu'en 2018, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, on ne serait probablement pas, pour l'instant, dans une hypothèse où on aurait 8 hausses de taux consécutives cette année. On serait plutôt sur quelque chose de plus doux. Il a dit qu'il était persuadé aussi que l'inflation allait baisser au deuxième semestre, qu'elle allait être très forte au premier semestre, mais qu'au deuxième semestre, elle allait baisser. Il a pas, bien sûr, il n'a pas pu parler de la guerre, il n'a pas pu dire que cette narration de la guerre allait s'arrêter, mais il a dit que on sentait que la pression sur les prix, déjà sur le pétrole, etc., enfin, il n'a pas vraiment dit ça comme ça, mais ça, c'est mon interprétation plutôt. Mais là, vous voyez ici le pétrole qui est quand même en train de fortement revenir dans des niveaux plus normaux, on va dire. Le blé également, vous voyez, qui revient dans des niveaux également plus normaux aussi. Et si on prend l'indice des commodités, c'est-à-dire les matières premières dans leur ensemble, c'est à peu près la même chose.
Donc il va y avoir de la pression là pendant encore 1 ou 2 mois, mais a priori, peut-être que si les narrations se libèrent de tout ça, eh ben, on pourra revenir à des prix beaucoup plus normaux sur la totalité des assets qui représentent des matières premières. Je reviens ici sur le prix du Bitcoin et on va faire un peu plus de chartisme et on va rentrer un petit peu plus dans la notion un peu d'analyse technique. Vous savez que j'aime bien faire ça, faire une intro assez fondamentale, ensuite de l'analyse technique, ensuite revenir sur le fondamental et puis ensuite terminer par le sentiment. Donc, analyse chartiste ici, ben, on a réintégré cette figure qui s'appelle un triangle ascendant, qui est plutôt une figure bullish. Vous avez vu qu'on avait fait une déviation ici assez importante, puisqu'on a clôturé dessous, réouvert dedans et on a réintégré ensuite le triangle. C'était le scénario que je vous avais mis en avant. Donc, pour l'instant, tous nos scénarios tiennent plutôt bien depuis un certain temps. Et là, on s'attaque à un niveau important qui est matérialisé en rouge ici. C'est une résistance que j'ai notée il y a longtemps, qui est une résistance autour des 41 200. Si jamais on pouvait passer cette résistance, pour moi, elle servira de support très important par la suite, si aucun FUD et aucun événement fondamental dégueulasse ne vient pousser le prix vers le bas à ce moment-là. Très belle bougie de volume ici, vous voyez que c'est la plus jolie. Si on enlève ça, ben, ça fait quand même peut-être une vingtaine de jours là ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, une petite vingtaine de jours. Ça fait 3 semaines qu'on n'avait pas fait une bougie aussi jolie. Et la dernière, elle était sur l'invasion de l'Ukraine, énorme achat de volume sur l'invasion de l'Ukraine et la défense de ce niveau des 34 000. À partir de là, pour moi, si on arrive à concrétiser ici ce support des 42, il y a peu de chances qu'on repasse en dessous, en tout cas à court terme. Hein. Encore une fois, je vous parle à court terme. C'est-à-dire qu'on serait plutôt pour moi sur ensuite un range entre 42 et 44. Et si on pète les 44, ensuite c'est entre 44 et 48 que tout va se passer. Avec potentiellement ici venir éventuellement batailler. C'est très important de passer les 44. Voilà, pour moi, c'est le niveau le plus important. Pourquoi? Parce qu'on casse cette figure, bien sûr, à la hausse déjà, ce triangle ascendant. Ensuite, éventuellement pullback. Vous voyez qu'on a 50% de chance de pullback. Vous avez ici les stades de la figure sur le côté. Et donc voilà, vous comprenez un petit peu l'idée au niveau chartisme de l'analyse de prix à court terme. Et ici, dans les autres figures, ça je l'explique depuis longtemps, on est donc dans une running flat, c'est-à-dire que c'est un canal ascendant, mais avec une très faible pente, ça ressemble presque à un range. Et puis ici, on était dans un biseau en élargissement descendant qu'on a quitté, et là, on est en train de latéraliser dans ce triangle ascendant en sortant de ce biseau en élargissement descendant. Donc voilà un petit peu pour l'analyse chartiste. On va faire un tour sur les news pour voilà, terminer un petit peu sur ce côté. Donc là, vous voyez que la Fed va augmenter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018 avec quarter point increase, c'est-à-dire 0,25 points, qui seront probablement suivis par 6 de plus cette année. Alors là, pour moi, c'est pas la lecture que j'ai eue de ce qu'a dit Powell, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, les marchés accueillent très bien cette nouvelle, et vous le voyez ici, quand je vous ai montré ben, Nasdaq, etc., qu'il y a eu un joli rebond hein, sur Nasdaq aujourd'hui. Je pense qu'on a fait, entre hier et aujourd'hui, on va prendre hier, puisque c'est ce que les marchés avaient anticipé depuis hier, on a fait quand même un plus 8%, ce qui sur des marchés traditionnels signifie potentiellement retour à un rallye. Vous savez qu'ici, vous voyez bien que ici les bougies s'empilent parfaitement, c'est-à-dire que le prix ne s'est jamais arrêté de monter. Et sur le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, plutôt bon feeling. Le VIX qui est redescendu à 26, ça c'est très bien aussi. Tout s'est un petit peu détendu là ici sur les marchés. Et cette narration est relativement bonne. Point assez intéressant que je vous avais, puisque hier je vous ai montré le marché chinois qui avait vraiment dévissé de 8% dans la journée hier. Et ben le marché chinois nous fait, enfin là c'est les actions tech chinoises, hein, nous fait une dinguerie puisque là on reprend 20% dans la journée. Donc personnellement je suis assez content. Parce que j'ai dans mon bag et ce depuis quelques jours à peine, acheter de l'action chinoise. Donc je suis relativement content. Si ça peut continuer comme ça, si ça n'est pas un rebond technique, mais qu'on peut continuer comme ça serait vraiment super. Alors, ensuite, on continue sur donc ce rebond du marché chinois et potentiellement aussi, on a un Dixie, donc l'indice du dollar face à un panier d'autres devises qui commence ici à nous marquer une jolie correction sur la journée aussi. Alors pour moi, et je vous l'ai dit depuis un bon petit moment,
Le dollar ment, le dollar est un menteur en ce moment, c'est-à-dire que théoriquement, tout est ensemble pour qu'il baisse. Et là, en fait, on voit ici un potentiel double sommet en M, hein, puisque le sommet précédent est plus bas que le sommet suivant est plus bas que le précédent. Donc, on va voir ce que ça nous dit dans les jours prochains, mais ça serait plutôt pas mal pour BTC, qui est souvent inversement enfin, corrélé au dollar. C'est normal, hein, puisque si quelque part, c'est tout à fait logique que le dénominateur BTC contre dollar, si le dollar baisse dans sa valeur, bien sûr que le BTC augmente par nature, on va dire. Voilà. À partir de là, donc je vous ai expliqué le dollar. Il y a quelque chose de relativement intéressant qui s'est passé, je crois que c'était hier ou avant-hier. C'est que l'Arabie Saoudite commence à vendre son pétrole en yuan. Et ça, c'est très important à comprendre parce qu'avant, on était encore dans un monde du pétrodollar. Vous étiez obligé d'acheter du dollar pour vendre du pétrole. Donc finalement, ça a poussé énormément le pétrole, le dollar, pardon, vers le haut. Le dollar n'étant pas, excusez-moi, une exportation exclusivement américaine, en fait, ça créait une demande pour le dollar, alors que ce n'étaient pas les Américains qui étaient à l'origine de ce bien vendu sur le marché. Donc, du coup, en fait, naturellement, ça venait à équilibrer la balance euh, d'exportation, j'ai un trou de mémoire. Vous comprenez le déficit d'exportation, on va dire, des États-Unis, ça revenait à le corriger puisqu'il y avait quand même une demande pour le dollar. Normalement, une monnaie réagit comme si vous avez beaucoup votre balance excédentaire, voilà, votre balance de import-export. Si vous avez beaucoup d'exportation, ça crée beaucoup de demandes pour votre monnaie. Donc, c'est un mécanisme de la monnaie que le dollar n'a plus. Vous comprenez ici qu'on rembourse le déficit extérieur des Américains. Déficit extérieur, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir petit à petit du monde du pétrodollar? Le yuan en ce moment est une monnaie relativement forte. Pourquoi? Tout simplement parce que les Chinois n'ont pas beaucoup imprimé. Ils n'ont pas beaucoup imprimé. Ils ont laissé leur économie se dégrader en disant, bah, nous, la crise du corona, on va la prendre en pleine tronche et on la prendra, c'est pas grave. Et puis à partir de là, le yuan, on sort quand même relativement avec un joli blason. Voilà, on sort relativement grandi de cette histoire-là, du fait que, à l'inverse de ce qu'ont fait les États-Unis avec énormément d'impression et un rallye haussier sur les actions, les Chinois ont totalement laissé partir leur marché, ils l'ont laissé cracher, mais ils ont protégé leur monnaie, le yuan. Je me suis un petit peu égaré là. Mais bon, voilà. Vous comprenez ici l'histoire. Hausse des taux d'intérêt pour la Fed, très bon pour les marchés risqués, puisque les marchés risqués vont se permettre d'une part de se hedger contre l'inflation, et en plus, étant donné que les obligations rapportent très peu et tout le marché obligataire rapporte très peu, à ce moment-là, vous allez reporter vos achats sur des choses peut-être un petit peu plus risquées. Là, on nous dit préparez-vous à une récession cet été, un bear market dans l'immobilier et une grosse perte dans tout ce qui est action. Ça, c'est un stratégiste qui a fait ce, je ne l'ai pas encore lu, mais qui a fait cet article. Et ici, on nous parle de la hausse de 25 basis points de la part de j'allais dire la SEC de la Fed. Donc voilà, rien de bien foufou en ce qui concerne les news, à part la news dont je vous parle déjà depuis plusieurs semaines, à savoir ce meeting de la Fed et donc c'était assez facile de comprendre que la Fed allait faire cette hausse de 0,25 et qui a tapé en plein dans le mille pour nous, puisque on était plutôt haussier sur cette nouvelle. Qu'est-ce qui peut se passer ici à court terme? Eh ben, on va aller voir le sentiment pour le comprendre. Donc là, on va sur le carnet d'ordre. Est-ce qu'il s'est passé un petit peu des nouvelles choses sur le carnet d'ordre? Le carnet d'ordre qui était vraiment vide à la vente hier et plutôt rempli à l'achat, bah, c'est pareil, les ordres d'achat n'ont pas vraiment bougé. Il y en a quelques-uns qui ont disparu, mais rien de bien méchant. Et puis, on a des ordres à la vente qui se sont rajoutés aujourd'hui. On est le 16 mars. Voilà, des petits ordres à la vente ici sur cette hausse, des gens qui veulent éventuellement sortir de ce marché ou en tout cas prendre profit pour partie. On a fait hier une grosse analyse Glassnode, donc du coup, je vous engage à aller voir si
jamais ça vous intéresse, qu'est-ce qui se passe sur le on-chain, à savoir que moi j'utilise Glassnode pour savoir est-ce qu'on est dans une structure d'accumulation ou de distribution. J'en profite également pour faire l'appel à l'abonnement. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à aller mettre un like, un petit commentaire, vous abonner, activer la cloche des notifications. La chaîne est très jeune et c'est ça qui lui permet de comment dire, grossir petit à petit et éventuellement voilà, prendre à partir de là une bonne contenance. J'en profite ici, et je vais prendre du coup ce petit temps pour le faire, pour vous dire que on a donc un Discord qui est vraiment très sympa, sur lequel voilà, il y a des tas d'informations, on partage des tas de choses, des news, etc., des ressources, voilà, il y a typiquement, donc n'hésitez surtout pas également à venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien sera en description. Donc, j'étais sur les options là. Max Pain Price pour vendredi à 42. Max Pain Price, pardon, pour ce vendredi à 39 et pour vendredi prochain à 42. Qu'est-ce qu'on a dans les strikes qui pourrait nous faire dire qu'on pourrait peut-être rester à 42? Bah, ici, on a un joli strike de 1700, 1900, 1800 Bitcoin qui pourrait éventuellement essayer de pousser le prix vers ce niveau-là. On va aller ensuite sur CoinAlyze pour identifier les niveaux à prendre. Et là, il y en a pas mal. Hier, j'avais déjà identifié tous ces niveaux-là en longue à éventuellement venir chercher plus tard. Ici, vous voyez qu'on a eu un énorme short qui s'est posé. Alors, pourquoi? Parce qu'on a le funding ici qui passe dans le rouge, on va dire. Et ici, on a le nombre de contrats qui augmente quand même, l'open interest. Donc là, on aura un niveau de short à venir prendre à court terme. Et puis, on a également un open interest qui recommence à flirter avec les 7,2 milliards. Donc ça veut dire qu'il y aura probablement un nettoyage. Nettoyage qui pour l'instant, et ici on avait un maximum de longueur aussi, donc on aura aussi un niveau à prendre en longue ici à cet endroit-là. Donc là je le mets en rouge, plutôt à la baisse. Voilà, beaucoup de contrats qui sont ouverts aujourd'hui hein, sur l'hypothèse de ce meeting de la Fed. Donc là on est entre deux eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, ici à la fermeture, vous voyez les 21h57, il est possible que le prix se retourne et vienne nettoyer tranquillement, au moins jusqu'au 37. Allez, on sera entre 39 et 38,4 pour moi dans ces eaux-là. C'est possible, voilà, c'est vraiment très possible que le prix ici vienne nettoyer. Sauf si mouvement d'achat au spot qui empêche les market makers que ça devienne trop cher de pousser ici le prix vers le bas, ce qui est aussi une possibilité. On va aller voir sur iBlock ce que ça dit, tout ça. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'ont fait les forts leviers. Les forts leviers, donc x25, x50 et x100. Ça permet un petit peu aussi de savoir où le marché, qu'est-ce que le marché est allé chercher, etc. en fonction de ce qui s'est ouvert comme position. Ici, vous voyez cette très grosse position là, ici, les trois grosses boules là que vous voyez. On a eu deux grosses positions qui sont ouvertes ici dans la journée et qu'on est venu chercher en short. Et là, à l'instant T, on a plus de longueur en dessous. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Où est-ce que le prix pourra aller chercher des gros leviers? Concrètement, ici, on nous parle des 38,3, 38, voilà, les 38,3, 38, et potentiellement une direction dans laquelle BTC pourrait se diriger si jamais, et je dis bien si jamais, il n'y a pas un gros short qui s'ouvre entre-temps, hein. Entre le moment où je fais la vidéo, je ne contrôle pas les mecs qui vont venir ici poser un nouvel ordre. Mais à l'instant T, à open interest et liquidation figée, à l'instant T, moi personnellement, je suis plutôt baissier sur Bitcoin, mais ça ne veut pas dire qu'on remet tout le mouvement en question, hein, c'est simplement du nettoyage. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la peine trop de faire, on va en faire un quand même. Un petit Kingfisher. Excusez-moi, hein, ça prend du temps. Kingfisher, c'est toujours un petit peu long. Donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire entre-temps? On va aller voir après vite fait les baleines. Qu'est-ce que font éventuellement les baleines? On va aller faire un petit tour sur Glassnode. Alors, Glassnode sera probablement en retard parce que moi, j'ai pas le super abonnement One Again à 800 $ le mois, mais j'ai l'abonnement à 30 boules par mois, mais qui va très bien pour ce que je fais moi. Si vous êtes à un moment donné 15 000 sur la chaîne et que j'ai une possibilité de me payer. Alors là, c'est vraiment super ce que nous dit Kim Fisher. Donc voilà, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est la fin du monde, tsunami. On va peut-être refaire un last. On va attendre peut-être que ça va. On va faire un last et on va revenir plus tard.
Les baleines sur Glassnode. Ici, hier, j'avais fait une grosse vidéo où il y avait pas mal de Glassnode. On va simplement juste aller voir si en termes de si les adresses à plus de 100 bitcoins sont toujours en accumulation. Vous voyez qu'ici, ça s'est un petit peu latéralisé. Là, ça s'arrête au 15 mars, donc on n'aura pas la journée d'aujourd'hui. Adresse de plus de 1000 bitcoins, c'est un petit peu la même chose. Et 10 000 bitcoins, on est pour le coup sur une augmentation très faible. Bon, alors là, ça se joue à une adresse, hein. C'est pour ça que tu as une tête d'escalier un petit peu ce graphique, c'est parce que c'est à une adresse près. Par contre, très forte accumulation ici des adresses à un bitcoin, c'est-à-dire les fiches, les shrimps même. Les shrimps qui accumulent fortement ici sur ce dip-là. Là, on a bien buy de dip du côté des holders qui sont des moins de 1 bitcoin. On enchaîne sur notre ami la grosse baleine. La grosse baleine à bosse qui a repris 87 BTC, là, tranquillou bilou, autour des 39 500. Donc vous voyez qu'il rachète de plus en plus haut, là. Donc ça veut dire que potentiellement, il est haussier sur BTC. Il avait vendu une bonne partie de son bag au 44, donc très bon call, hein, très bonne vente. Donc voilà, adresse très bien gérée. On va aller voir le premium de Grayscale, toujours moins 28,50. Donc c'est un discount. Donc ça, c'est pas génial. Ça veut dire qu'on n'a pas un gros retour des institutionnels sur le marché. On va aller voir ce qu'on nous a donné ici, le CME aujourd'hui, plus 1%. Et sur 24 heures, plus 7%. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que sur le Chicago Mercantile Exchange, qui est un ETF comme une sorte de Bitcoin papier, c'est-à-dire que vous achetez du Bitcoin, mais c'est pas vraiment du Bitcoin, c'est plutôt du droit sur un Bitcoin. Ici, aujourd'hui, en 24 heures, on a eu un plus 7%. Donc cette narration de la Fed qui nous dit on va remonter les taux, mais pépère les gars, tranquille, on n'est pas non plus, voilà. Le marché du travail va bien, etc. Nanan, donc on peut se permettre de remonter les taux, mais on ne va pas non plus aller trop vite, on va faire attention, on va le faire tranquillement. Tout ça plaît beaucoup aux institutionnels et au marché. Je reviens rapidement sur Kingfisher, voir s'il a chargé. Oui, hop, on l'ouvre en window. Et là, vous comprenez, je vous parle de ce cluster ici qui est autour des 39 et de retourner éventuellement à 38. Là, vous comprenez un petit peu mieux de quoi je parle. Tout ça, en fait, iBlock, Kingfisher et Coinalyze, on pourrait faire que Coinalyze et comprendre tout simplement déjà beaucoup de choses sans avoir à regarder les trois autres. Ce ne sont que des confirmations, des visualisations graphiques différentes de ce dont je vous parle en analysant l'open interest comme je le fais. C'est-à-dire que moi, je le fais, j'ai une certaine manière de le faire. Je n'analyse que le funding et l'open interest. Je n'utilise pas le ratio long short et je n'utilise pas non plus d'autres biais comme les liquidations, etc. Parce que je considère que voilà, c'est un biais qui va me faire mal voir comment est le marché exactement. Ici, vous voyez que dans les 5 dernières minutes, énormément de longueur. Et là, je suis sur le ratio long-short. Donc, énormément de longueur, à part sur AX, là, cet exchange. Mais sinon, énormément de longueur. Alors, sur Bitfinex, quasiment 100% de longueur, ça veut dire qu'il y a une très grosse position qui s'est ouverte. Ça paraît vraiment bizarre. Là, je vous parle des 5 dernières minutes. Depuis que la Fed a parlé, on a une majorité de longueur quand même aussi. Donc là, 22,30, la Fed ça a dû faire 19,30, donc on va regarder peut-être plutôt en 1 heure. 1 heure, pareil, majorité de longueur. Et quand on regarde dans les dernières 24 heures, majorité de longueur aussi. C'est ça qui me fait penser que on va potentiellement rentrer dans une correction à partir de là. Donc regardez bien sûr l'open interest. Ça reste des petits mouvements de prix entre guillemets par rapport à ce qu'on vient ici d'empiler. Revenir ici au 39,40, vous comprenez qu'on casse pas pour autant la dynamique. Si je me remets en daily. Hop. Revenir ici, se faire rejeter par les 41 200 et revenir au 39 40, c'est pas dramatique, hein. On est toujours sur une dynamique haussière. Simplement, on nettoie le marché des gens qui sont trop optimistes. Donc, on fait quelque chose comme ça pour ensuite repartir. Là, je sais pas, je me suis arrêté à 40, mais on pourrait descendre un petit peu. C'est jamais pile poil. Vous comprenez que c'est impossible de prédire ce que va faire le prix, mais avec des faisceaux d'indices, on peut comprendre un petit peu, voilà, quelle va être la direction court terme.
C'est pas obligatoire qu'on fasse ce nettoyage, par contre, il faudra le faire plus tard. Si on le fait pas maintenant, il y a quand même des chances qu'on le fasse, plus tard. Aujourd'hui, il y a une belle bougie de volume, vous comprenez qu'il est possible, qu'on laisse cette poche de liquidité, pour plus tard ou qu'on laisse prendre profit. Ces gens-là, à un moment donné, ils ont bien anticipé un mouvement, donc du coup, on pourra les laisser prendre profit, ici aussi. Personnellement, moi, j'avais ouvert 2 trades ce matin, et j'ai pris profit, dans la journée parce que c'était vraiment des trades de journée, quoi. Mais il est tout à fait possible qu'on éclate ces 40, ça serait vraiment une bonne chose d'ailleurs pour nos portefeuilles d'investisseurs, qu'on éclate ce niveau des 41-42 et qu'on le valide comme un support là tout de suite à partir de maintenant. Personnellement, j'ai tendance à dire que ça serait bien, mais je préférerais même qu'on nettoie avant de repartir violemment, sans laisser trop de monde re-rentrer dans le train. Ce mouvement s'est fait assez vite, oui, mais avec quand même beaucoup de longueur sur cette bougie-là. Donc moi, personnellement, j'aurais tendance à préférer que les gens ne soient pas d'accord, que le prix monte, mais que les gens ne soient pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ici, on refasse un petit dip avant de repartir, mais du coup, ça permettrait au niveau du sentiment d'empêcher que tout le monde soit trop optimiste. Vous avez compris ici que donc du coup, bah, je vous ai fait l'action de prix après aussi pour plus tard, c'est-à-dire que pour moi, passer ici ce support, cette résistance ici des 41 que j'ai matérialisé il y a de ça un bon moment, serait une bonne chose. Et ensuite, on sera ici entre deux bornes, plutôt entre 41 et 44. Surveillez le niveau des 44. Surveillez la cassure ici de cette ligne jaune. Et à partir du moment où on a cassé tout ça, pour moi, tout simplement, la target, c'est d'aller prendre les stops qui sont garés ici, c'est-à-dire tout ce qui est là. On l'a jamais fait pour l'instant. Donc tout simplement, si donc admettons qu'on fasse comme ceci, peut-être un petit range ici entre les deux bornes, se faire rejeter une première fois, peut-être un deuxième range ici, ensuite on part, et là pour moi on y va tout droit. Et là au moins on a pris les stop loss de tous les shorters qui étaient ici. Et là potentiellement après on peut relatéraliser un petit peu. Bon après c'est pas des niveaux comment dire c'est pas des niveaux. Comment vous expliquer? C'est pas obligatoire qu'on fasse ça, hein, c'est un scénario. Voilà, c'est un scénario. Deuxième scénario, eh ben, tout simplement, on se fait rejeter par le triangle ascendant et on y reste pendant un moment. C'est-à-dire qu'on fait plutôt quelque chose comme ça, jusqu'à effectivement que ce triangle soit mûr et qu'on le casse à la baisse ou à la hausse, ça peut être les deux. Troisième scénario, mais pour moi, cette narration de la Fed était vraiment très importante et je vous ai montré au début de ce graphique, grâce au graphique de news que j'utilise beaucoup, et je vous encourage à avoir d'ailleurs ce type de graphique où vous notez un petit peu les news, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que ça vous permet de revenir dans le temps et de dire, ah mais c'était quand ça? Mais on était à quel prix exactement, etc. Donc ça fait un lien entre le monde réel et le prix, ce qui du coup vous permet de faire un petit peu des déductions. Rappelez-vous que ce sell-off de la Fed, il a commencé ici. Donc revenir ici signifierait littéralement avant mai, potentiellement, date du prochain meeting par exemple de la Fed, avant mai signifierait on a annulé toute cette bougie, plus la bougie bien évidemment de la guerre en Ukraine, les deux en même temps. Donc ces deux narrations-là, l'annulation de ces deux narrations-là, plus un éventuel confinement, mais non confiné réellement en Chine, etc. Une espèce de ah ben on a un peu surréagi, finalement c'est pas trop mal, ça va, il n'y a pas trop de gens qui meurent, ça reste au micron entre guillemets, puisque la Chine découvre un petit peu au micron avec avec retard, voilà. Du coup, c'est au micron, il y a moins de morts, etc. Peut-être même que la Chine va être, je sais pas moi, j'ai pas regardé un peu les news réellement par rapport au marché chinois, mais on sent que c'est un petit peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que nous, on a vécu ça un petit peu par là, là, sur ce genre de moment où on se disait, ah, ben, il y a un nouveau variant, c'est très grave, il est plus contagieux, etc. Et puis finalement, au micro, on s'est rendu compte que potentiellement, c'était quelque chose qui immunisait bien la population, mais ne remplissait pas les lits d'hôpitaux. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, désolé, désolé pour ça, mais vous comprenez ici que c'était important pour moi de faire un débrief sur la conférence de presse de Jérôme Powell et de faire un débrief sur cette news par rapport à la Fed que moi j'estime peser énormément sur les marchés financiers en tout cas, donc aussi un petit peu potentiellement sur Bitcoin, en tout cas elle empêchait un retour de la demande institutionnelle sur Bitcoin et là potentiellement que on aura de la demande institutionnelle qui va revenir jusqu'en mai. Donc
donc c'est très important de comprendre ça. La demande institutionnelle ne fera que en fonction des narrations de la politique monétaire en place. Elle fera des arbitrages. C'est comme un robot qui fait ses arbitrages en fonction de signaux très importants pour le marché et les marchés financiers. Donc du coup, ces gens-là, les institutionnels, considèrent Bitcoin comme une action tech, comme une action tech. Je le précise, donc reportez-vous ici plutôt au Nasdaq ou aux 100 plus grosses actions américaines pour comprendre ce pan-là de la demande sur Bitcoin. Il y a tout un autre pan que vous pourrez comprendre, qui sont éventuellement, je ne sais pas, les baleines, qui sont éventuellement les hodlers, les gens qui croient dans le fondamental très fort. Donc eux, ils investissent par exemple quand ils voient des bougies d'inflation énormes, ils remettent un billet sur Bitcoin en disant Bitcoin est le seul asset anti-inflationniste. Vous avez des gens qui croient comme en Bitcoin dans une réserve de valeur, donc ils sont rentrés par exemple sur ce type de bougie où on avait eu l'invasion ukrainienne, l'invasion de l'Ukraine, je veux dire. Donc vous avez énormément de demandes différentes sur Bitcoin parce que Bitcoin n'a pas encore tout à fait trouvé sa place. Demande un site potentiellement qui revient. Demande, on va dire, sur la base de fonds de Bitcoin, elle n'a jamais été aussi bonne, tout simplement, et c'est ça qui a permis de tenir Bitcoin dans cette running flat, dans ce gros biseau, dans ce gros canal ascendant avec une très faible pente. C'est tout simplement la demande fondamentale, parce qu'on comprend qu'il va y avoir énormément d'inflation dans les prochaines années, et j'en fais partie, c'est-à-dire on se base sur le fondamental de Bitcoin. Et puis, troisième pan de la demande, pan de Bitcoin comme réserve de valeur et qui lui éventuellement aussi peut être dans des très bonnes dispositions puisque la narration guerre nucléaire plus bientôt le grand reset de l'économie, une bulle financière spéculative, etc., qui a littéralement explosé, peut potentiellement emmener ces gens-là en se disant bah tiens je vais prendre 10% de mon wallet en Bitcoin, je vais prendre du gold aussi, mais je vais prendre aussi un petit peu de Bitcoin parce que potentiellement que à long terme, ça sera un pari relativement payant. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, aujourd'hui en commentaire à la con, on va vous demander de mettre, je sais pas, ben mettez votre, mettez vos 24 mots de la phrase de votre phrase crypto, de votre wallet. Non, je déconne. Mettez en commentaire je sais pas, j'ai pas d'idée. Mettez une couleur, votre couleur préférée. Voilà, c'est nul, mais je prépare jamais ce truc-là. Et du coup, ça donne bien. D'ailleurs, c'est vraiment les commentaires à la con, puisque je pense jamais à une question à poser en amont. Et donc, du coup, c'est vraiment bidon à chaque fois. Donc voilà, si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, mettez votre couleur préférée en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt. Salut.